Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de l'Europe à Mayotte. Aujourd'hui consacré à la question de l'archivage. Et donc, c'est Chantal Dagneau, la responsable du pôle animation du GIP Europe à Mayotte, qui va intervenir à partir de maintenant. Donc, pour une séance qui va durer 1 heure. Alors, on est sur une version gratuite de Zoom, donc j'en suis absolument désolé, mais au bout de 40 minutes, ça va couper. Donc, vous connaissez le système. Donc, il suffira en fait de réactiver le lien que vous connaissez pour vous reconnecter immédiatement. Voilà, donc je donne la parole à Chantal pour donc cette présentation des enjeux de l'archivage pour vos dossiers FEDER. Voilà. Désolée, je cherchais mon micro. Alors, c'est pas que FEDER, c'est FEDER FSE, c'est les meilleurs générales sur les fonds européens. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés ce matin pour qu'on puisse échanger sur ces enjeux d'obligation d'archivage. Alors, ce sera une session un peu plus courte, effectivement. Elle ne sera pas forcément sur une durée d'1 heure, c'est pas très grave. Si au bout de 40 minutes, on a fini, ça sera bien. S'il y a une nécessité de se reconnecter, bien évidemment. L'objectif, c'est que vous reprenez le lien qui vous a été communiqué et vous recliquez dessus pour pouvoir vous rejoindre à nous. Euh, donc voilà. Alors, qui sommes-nous? Donc, le GIP, c'est le pôle animation, effectivement, dont j'en suis la responsable, où on est là comme appui aux porteurs pour pouvoir vous permettre d'identifier les pistes de financement euh, on vous accompagne d'idées du projet jusqu'à ce que vous fassiez un dépôt officiel sur les différentes plateformes associées. Et à ce moment-là, ensuite, ça passe au service instruction qui, eux, reprennent la relève pour vous permettre de payer. Alors, pourquoi aujourd'hui on a besoin d'évoquer avec vous ces enjeux d'archivage? Parce que tout simplement, l'archivage est une obligation réglementaire dans le cadre des fonds européens. Et c'est une obligation qui intervient à la fin des opérations, mais pour lequel ça nécessite deux choses. Un, de connaître vos obligations dans le cadre de qu'est-ce qu'on attend de vous dans l'archivage? Qu'est-ce que ça veut dire cet archivage? Et deux, comment ça s'organise, puisqu'on s'aperçoit qu'en réalité, c'est bien souvent dès le début, au moment où vous faites quasiment la demande de financement ou à partir du moment où vous conventionnez, qu'il faut déjà mettre en place un système d'archivage. Et donc, je répète, c'est un principe obligatoire qui n'est pas optionnel. Donc, c'est un petit peu aujourd'hui le but de la manœuvre. Alors, pour ça, je vais vous partager mon écran en espérant que vous allez le voir, le PowerPoint qui sera bien évidemment disponible sur notre site Internet. François, peut-être que tu peux préciser déjà les différents supports et de modalités de disposition pour ce PowerPoint. Ça Euh, sera... oui, tu veux parler de... Excuse-moi, mais j'entends pas très bien, à vrai dire, et je n'ai pas bien compris ta question, pardonne-moi. Est-ce que vous pouvez me dire, me confirmer dans la zone écrite que vous m'entendez bien ou c'est que François qui n'entend pas bien? C'est pour savoir si je dois changer ou pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Ok, très bien. Je disais donc, est-ce que tu peux nous préciser sur quel support ce PowerPoint va être disponible? Sur quel support? Ah, les supports Donc, alors, il y a deux choses. La première, c'est que les documents que tu projettes à l'écran, ils sont ensuite disponibles sur le site Internet, donc dans la partie atelier d'information. Et donc, vous pouvez télécharger, vous pouvez télécharger ces supports. Deuxièmement, la réunion tout entière, elle sera diffusée est enregistrée, sera diffusée sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Et voilà, donc site internet pour la documentation, pour le support de l'intervention et chaîne YouTube pour le webinaire proprement dit. Ok, très bien. Merci François. Alors, donc, je vous propose qu'on se remette dans le sujet. On est dans le contexte de l'anticipation des contrôles et des audits européens. Il y a trois étapes, hein, finalement, dans vos projets. Ce que je dis aujourd'hui concerne tant la réalité pour le FEDER que pour le FSE. Ça s'applique sur les deux fonds que le GIP gère aujourd'hui à Mayotte. Et ça s'applique en fait en réalité pour l'ensemble des fonds européens. Si un jour vous êtes amené à faire du FEADR pour quelle que soit la raison ou du FEAMPA, pas, ce que je vous dis aujourd'hui restera vrai dans les modalités de mise en œuvre. Alors, donc on a trois phases, hein. On a la première phase où vous vous posez la question, vous vous donnez les moyens, vous organisez vos réponses pour aller mobiliser cet argent.
La deuxième grande phase, c'est la phase de conventionnement et de réalisation en fait, de votre opération, qui dure selon une temporalité entre la signature de la convention et la fin de votre projet. Il peut se passer un certain nombre d'années. Et la troisième phase, justement, est cette phase de contrôle et d'audit, dans laquelle se situe l'archivage tout à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que les fonds européens, ce sont sur des fonds sur remboursement, sur facture équité. Donc, cette phase de contrôle et d'audit est tout aussi importante que celle de la proposition, puisque en réalité, on peut vous avoir animé, on peut vous avoir programmé. Si vous ne passez pas les fourches codines des différents contrôles pour être sûr que les dépenses sont éligibles, vous ne serez pas remboursé, d'accord? Et vous n'aurez pas votre subvention. Donc, c'est vrai que c'est une étape qu'on omet un petit peu. Vous vous battez beaucoup, vous mettez beaucoup d'énergie à essayer d'obtenir votre fameuse convention, parce que des fois, c'est long. Et une fois que vous l'avez, c'est ouf, c'est bon. On a la convention, on fait l'opération, on se fait rembourser. Mais il y a quand même toute cette phase de contrôle et d'audit qui est importante, qu'il faut chercher à maîtriser. Et en fait, les contrôles, ben oui, effectivement, ça s'anticipe et ça se prépare. Donc, vous savez qu'il y a des contrôles qui peuvent intervenir pendant la réalisation du projet, mais peuvent intervenir également a posteriori. Et donc, on verra qu'il y a un certain nombre de délais qu'il faut savoir respecter pour pouvoir faire face à cette obligation. Donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'il peut être demandé à tout bénéficiaire qui a reçu du FEDER et du FSE de soumettre et de présenter, lors d'un contrôle qui peut être technique, administratif ou financier, vous devez être en mesure de fournir toutes les pièces nécessaires pour confirmer la régularité, l'éligibilité de vos dépenses qui ont été réalisées payées jusqu'à ce jour, et ça jusqu'à la fin de la période d'archivage. La fin de la période d'archivage ne veut pas dire la fin de votre projet. L'archivage va beaucoup plus loin que la fin du projet. Après le paiement de solde, généralement, le projet peut faire l'objet encore de contrôle. C'est dans cette zone-là, justement, qu'il faut faire très attention. Donc, au plan national par la CICC, à l'échelle européenne par la Commission européenne, par la Cour des comptes ou l'Office de lutte contre l'antifraude, notamment sur des sujets de FSE par rapport à des publics cibles. En tout cas, ce sont des réalités qui existent. Et donc, ça vous démontre en fait la nécessité de vraiment bien s'organiser. Donc, dès que vous avez l'approbation de la demande de subvention, il faut que vous réunissiez toutes les pièces afin de créer un dossier unique. Donc, vous notez, je ne sais pas si vous prenez des notes dans le cadre de ces webinaires généralement, mais là, si je vous invite à le faire, un mot-clé, c'est cette notion de dossier unique d'opération. Ça, c'est un mot important dans ce qu'on va dire ce matin. Un dossier unique de l'opération qui, elle, est constituée des différentes pièces comptables, administratives, techniques, et elle se concentre essentiellement sur les dépenses engagées, avec les justificatifs de dépenses, les marchés publics, enfin, bon, on a toutes les pièces qui sont associées de toute façon. Et donc, au moment où, de toute façon, vous allez faire votre demande de solde, pas forcément au niveau des paiements intermédiaires, encore que c'est conseillé, mais au moment du paiement des soldes, ce dossier unique, là, d'opération, doit être complet dès la demande de paiement et conservé, effectivement, pour un certain nombre de temps. Donc ça, c'est le contexte global de cette notion d'archivage. Alors, quand on prend peut-être que je vais le mettre en plus gros, je pense que vous voyez mieux. Quand on prend cette année-là, là, je fais un petit rappel des principales étapes de l'administratif d'un projet, d'une demande de subvention. Vous avez la constitution de votre projet. Vous êtes en zone verte, vous, la partie bénéficiaire. Constituez votre projet. C'est là où on vous anime. C'est dans cette phase-là qu'on est là avec vous pour vous aider à constituer votre projet, à le rendre éligible si besoin et à compléter pour être sûr de son éligibilité. On vous accompagne de la constitution du projet jusqu'au dépôt de la demande d'aide. Voilà, le 1. Ensuite, le dépôt se fait soit sur Synergie pour FEDER, soit sur ma démarche FSE+, pour le FSE. Ensuite, une fois que vous avez fait votre demande, nous, on fait une préinstruction, on le passe au service instruction. Le service instruction fait en sorte de vous poser peut-être des questions si ce n'est pas très clair, ou en tout cas, instruire votre dossier pour le faire passer en comité de programmation. C'est cette instance qui décide, qui sélectionne et qui décide des financements attribués, le comité de programmation. Et donc, à l'issue de ça, il y a une décision, c'est avis favorable, enfin, accordé ou rejeté. Voilà.
Donc, si vous avez l'accord, un avis favorable, c'est là où on va vous donner les conditions, le montant, le taux. À partir du moment où vous avez l'engagement, à partir du moment où vous avez la décision via la convention, l'engagement juridique égale convention que vous signez, qui vous scelle de manière plus ou moins immuable dans le marbre entre la Commission européenne, GIP et vous. Et donc, à partir du moment où vous avez votre engagement juridique, hop, même dès le lendemain, techniquement, vous pouvez commencer à faire vos demandes de paiement avec une base de bilan d'exécution, puisque je vous rappelle que ces fonds sont payés sur facture acquittée. Donc, si vous en avez, voilà. Vous faites vos demandes de paiement. Là, ça va nécessiter toute une phase également d'examen pour être sûr que c'est en conformité. Il va y avoir des visites sur place de vos projets, le cas échéant. Ensuite, un contrôle de service fait, ce qui est logique. Et à partir de là, à partir du contrôle du service fait, selon le résultat de ce contrôle, il y a paiement ou au contraire, il y a litige. Donc là, on est à le paiement au bénéficiaire. Et ensuite intervient, vous voyez tout au bout de la chaîne, la notion d'archivage. En 9e position, effectivement. Alors, quel est le cadre réglementaire? C'est un texte, c'est ce que je vous disais, ce n'est pas juste un confort pour vous de bien vous organiser, c'est obligatoire, cet archivage-là, et vous devez le démontrer et d'ailleurs le décrire. Donc, le texte réglementaire, c'est le règlement de l'Union européenne par rapport aux fonds européens, et qui nous dit que les pièces justificatives de l'usage des fonds européens doivent être tenues à disposition de la Commission européenne ou de la Cour européenne des comptes durant un délai de 3 ans après l'établissement des déclarations de clôture. Une fois que vous avez achevé votre projet, vous avez pendant 3 ans encore, et même 5 ans pour certains projets, à devoir pouvoir faire ressortir n'importe quelle précision, demande de financement, pour pouvoir avoir accès aux informations. Alors, quelles sont les pièces à conserver? Il faut mettre en place un dispositif d'archivage. L'archivage, ça ne s'invente pas. Et ça, dès le début du projet. C'est vraiment très important. Et ensuite, à partir du moment où vous avez organisé la nomenclature, enfin, l'ossature de votre archivage, on va voir tout à l'heure les questions qu'il faut apprendre à se poser pour l'archivage, c'est là que vous l'alimentez au fur et à mesure de la réalisation du projet. Ça demande de la rigueur, mais c'est beaucoup moins long que d'attendre de faire le projet et de mettre en place l'archivage, parce que alors là, vous allez vous arracher, je veux revenir en arrière sur des choses, parce que des fois, on parle de ça, mais il se passe 1 an ou 2 et c'est pas évident. Donc, ces pièces justificatives, en plus, doivent être gardées au minimum pendant 10 ans. Donc, c'est beaucoup, 10 ans. L'archivage des pièces est une obligation qui est indiquée dans votre convention entre le GIP et vous. Ça fait partie des obligations. Donc, pour chaque dossier technique et administratif, on constitue un dossier unique et on doit retrouver les pièces justificatives de les dépenses et les paiements, les documents comptables afférents, les bulletins de salaire, les factures, les lettres de mission, les fiches de temps, les marchés publics qui permettent d'attester la réalisation de votre action. Donc, ça, c'est important. Donc, comment ça se passe, l'archivage? Un dossier unique qui regroupe tous les documents, je l'ai déjà dit, et il faut que ça soit stocké dans un endroit prévu à cet effet. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, nous avons l'obligation de marcher sur de l'archivage électronique aussi. Donc, je ne suis pas rentrée dans les détails techniques ce matin, mais à l'époque, c'était archivé physiquement avec des chemises et des sous-chemises. On mettait le nom du contrat et tout ça, et on le rangeait. Aujourd'hui, avec la numérisation numérique et la digitalisation numérique, les choses ont un petit peu changé. Il n'empêche qu'il faut quand même que, même si c'est plus en papier, où est-ce que c'est stocké? Et la disponibilité de ce stock-là. Et être en capacité de mettre à disposition les pièces justificatives du projet. Donc, c'est quoi le principe d'un dossier unique par opération? Rappelez-vous qu'il y a des entités qui, en effet, peuvent avoir plusieurs projets en cours, en fait, ouverts. Donc, il est évident que quand on a ça, eh ben, c'est important de pouvoir bien retrouver les opérations en cours qui sont importantes. Alors, non, est-ce que j'ai fait le principe du dossier unique? Toutes les étapes de vie de votre dossier, de votre projet, doivent être conservées
dans un dossier unique. Stocker l'ensemble des pièces dans le dossier. Soit les originaux, soit des originaux certifiés conformes, c'est important, et sur des supports de données qui contiennent les versions électroniques des documents. Et donc, le petit conseil que j'ai mis en bleu, là, c'est il faut soigner la forme et la qualité de l'archivage pour permettre à tous ceux qui vont contrôler, en fait, ou qui interviennent dans votre dossier en fin d'opération, ça lui permet d'appréhender plus aisément le contenu de l'offre afin de vérifier sa compétitivité. C'est tout. Il faut qu'on comprenne voilà, les différentes étapes. Et même en remplacement du gestionnaire, de la personne qui s'occupait de vous, le successeur doit être en mesure de très facilement retrouver ce qui avait été fait, ce qui avait été dit. Donc ça, c'est une étape importante de comment se passe l'archivage. Donc, cette obligation concerne les documents originaux et à toutes les étapes de la vie du dossier. Un, la notion de demande. Quand vous faites une demande de subvention avec les annexes, l'attestation de dépôt qu'on vous renvoie, que vous nous renvoyez signé, les demandes de pièces complémentaires, les attestations de recevabilité, tout ça sont des documents originaux, normalement, qui se rajoutent et qu'il faut savoir conserver, retrouver dans le cadre de notre archivage. Pour les attributions, ben, vous le savez très bien, hein, notamment ceux qui sont soumis à la commande publique, il faut l'avis et le courrier de notification d'attribution. Chantal, excuse-moi, mais apparemment des participants remarquent que les slides ne changent pas, donc je ne sais pas si c'est normal ou… Ah, alors, attends. Et là, est-ce que vous voyez? Oui, là, oui. Oui. Ça Voilà, y c'est est? ça. Alors, j'ai essayé. Ça avait bugué un peu. Vous voyez les obligations d'archivage, la demande? C'est ça? Bon, je vais les laisser comme Oui, ça. oui. Oui. Peut-être Je vais qu'il les faudrait que tu laisser. reviennes un tout petit peu en arrière quand même pour ceux qui n'auraient pas suivi les slides précédentes. Mais c'est Comment se passe l'archivage? Voilà, un dossier unique. Et le principe du dossier unique, c'est de stocker tout au même endroit par opération. J'ai expliqué que chaque entité peut avoir plusieurs opérations d'ouvertes. Et donc, il faut voir comment vous le renommez, comment ça se met en place. Et si vous êtes amené à partir ou quelqu'un de gestionnaire est amené à partir, il doit pouvoir aisément reprendre le suivi du dossier à partir de la bonne organisation de l'archivage que vous avez mis en place. Donc, on a plusieurs documents qui est concerné par cette obligation d'archivage. Un, tout ce qui relève de la demande. La demande et les annexes que vous avez pu donner. Les attestations de dépôt. Les courriers de demande de pièces complémentaires. L'attestation de recevabilité. J'ai envie de rajouter aussi l'incitativité, la lettre d'incitativité. Ils n'ont pas mis là, mais ça reste d'actualité. Ensuite, pour ceux, les entités qui sont soumis à la commande publique, il y a tout l'enjeu de conserver les avis et les courriers de notification d'attribution du marché, la convention et les annexes techniques, tout ce qui relève des marchés. Ensuite, autre catégorie d'obligations de documents à conserver, ce sont les bilans. Ben, vous savez que la demande de paiement se fait par bilan intermédiaire. Vous nous dites où est-ce que vous en êtes avant d'arriver à la fin. Donc, normalement, ce n'est pas censé être compliqué de retrouver, de stocker ça, puisque vous devez le télécharger sur la plateforme Synergie. Les bilans intermédiaires et le bilan final aussi de réalisation. Ensuite, autre famille de documents archivés, c'est les avis de paiement, des acomptes et du solde. Ça, c'est important. Autre famille, le suivi, particulièrement lourd dans le cadre du FSE. Là, il faut que vous conserviez dans l'archivage tout document de suivi des opérations, en fait, la réalisation des opérations. Donc ça, c'est important. Donc, les programmes pédagogiques, les outils, les supports créés, les rapports d'activité, les feuilles d'émargement des participants, le planning des interventions, le report qualitatif des conditions de mise en œuvre de l'opération. Ça, c'est toute la partie mise en œuvre, suivi. Ensuite, une autre catégorie d'archivage, ce sont les pièces justificatives comptables.
Euh, et ensuite, la partie publicité, bah, tous les documents qui sont relatifs à l'obligation de publicité. Si vous avez des questions dans le paramètre, n'hésitez pas à les poser, bien évidemment, avec grand plaisir pour y répondre. Est-ce que vous voyez là? Oui, Ok, oui. super. Alors, dans les pièces à conserver, comment se passe l'archivage? Voilà, l'obligation. Alors, la liste indicative des pièces à conserver. On a l'archivage des éléments contractuels, éléments financiers, éléments qualitatifs, éléments quantitatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous ouvrez votre opération, vous la créez dans un document, peu importe, hein, voilà. À l'intérieur de dossier, vous devez regrouper par catégorie les éléments de réponse. Donc, on a les éléments contractuels, vous pouvez écrire, hein, opération, éléments contractuels de enfin voilà, vous mettez votre nom de titre. Ensuite, euh, pour les éléments financiers, qualitatifs et quantitatifs. J'aime bien, ça permet de faire un 360 sur la nature du projet et de bien tout balayer. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'il faut être suffisamment réaliste, pas rentrer dans tous les détails, mais il faut que ça soit suffisamment clair, ne serait-ce que dans la nomination de vos pièces. S'il vous plaît, quand vous faites des scanners de documents et que vous les envoyez, ne laissez pas la référence DCOS 13 000 machin avec des numéros et tout. Non, vous renommez pour le remettre dans votre propre liste des pièces à conserver. Parce que sur le moment, c'est frais, mais dans 2 ou 3 ans, vous retombez là-dessus, vous vous souvenez même plus si c'est exactement ce document-là. Et ça, il faut surtout pas le faire. D'accord? Dans les éléments financiers, il y a les factures, les pièces comptables, devis, les états de service faits. La clé de répartition, ça va aussi là-dedans. Les fiches de paye et les temps de travail. Pour l'archivage qualitatif, on a la publicité du FEDER. La qualitative aussi, c'est le respect des marchés publics, les rapports, les plannings, les comptes rendus. Et pour les éléments quantitatifs, c'est la liste de démargement, la fiche d'inscription, les indicateurs de réalisation, les indicateurs de suivi et attends, les traitements statistiques éventuels. Voilà. Ça, ce sont les grandes familles. 1, 2, 3, 4 grandes familles de documents à regrouper en sous-chemise. Je dis sous-chemise, mais je pense que vous voyez, ou sous-dossier, comme vous préférez. Et c'est à l'intérieur de ces sous-dossiers que vous allez pouvoir ajouter vos pièces. En les renommant, s'il vous plaît, c'est fastidieux, mais vous n'avez pas le choix, de pouvoir les renommer de façon simple, à ce que n'importe qui tombe dessus, dans 3 ans, veut y avoir accédé, puisse accéder à cela. OK? Donc là, ça, c'est important. Alors, quelle est la durée des archives? Par rapport au règlement, on a 5 ans suivant le versement du solde. Donc, les documents relatifs aux audits, au recours, au litige et à l'existence de réclamations pendant l'exécution du projet sont conservés jusqu'à ce que les audits, les recours aient été tranchés. Donc là, vous devez conserver sous forme originale. Vous pouvez scanner effectivement avec votre téléphone à chaque fois, mais il faut aussi la version digitale parce que des fois, le scan, c'est vrai que la qualité n'est pas top. Il faut idéalement la version PDF qui va bien, qui se stocke bien et qui peut s'envoyer après très facilement. D'un autre côté, pour les opérations notamment qui sont cofinancées par le FSE, pour des opérations de moins de 1 million, on a 3 ans d'obligation de délai pour conserver les dossiers. 3 ans pour un projet de moins d'1 million. Pour les opérations de plus d'1 million, c'est descendu à 2 ans à compter du 31 décembre suivant. Voilà. Donc, on est en mars 2024. S'il y avait une obligation d'archivage pour certains, ça serait à partir de décembre 2023, partirait le compteur pour cette partie-là. Donc, au niveau de la durée, voilà, on l'a vu, c'est 5 ans.
Il y en a qui vont jusqu'à 10 ans, effectivement. De toute façon, une fois que l'archivage est mis en place, la problématique se pose plus. Alors, par contre, on s'aperçoit que malgré tout, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, cet archivage, il est vraiment très, 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 très et fortement conseillé de le mettre en place uniquement à la fin. Même s'il intervient à la fin dans le processus réglementaire, il est important qu'il soit nourri et alimenté au fur et à mesure. Sinon, vous allez oublier des choses. Alors, quelles sont les questions qu'il faut que vous vous posiez en interne sur le plan administratif avant de décider comment va s'organiser cet archivage? Je vous rappelle, j'ai oublié de le dire, mais je vous rappelle qu'il y a un petit paragraphe, hein, c'est questionné hein, dans la demande dans la demande de financement. Il y a les obligations de publicité, les obligations d'archivage. Ça fait partie des obligations sur lesquelles il faut quand même savoir répondre. Alors, une première question, c'est quel est le périmètre de votre archivage? Je vous ai un petit peu aidé, puisque je vous ai dit qu'il y avait des archivages des éléments contractuels, financiers, qualitatifs, quantitatifs. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 grandes familles. Après, à l'intérieur de cette famille, il y a plein de musiciens là-dedans. Alors, du coup, quel est le périmètre d'archivage? Quelle est la volumétrie des données archivées? Est-ce que c'est 3 devis statiques ou au contraire, il y a de la mise à jour un petit peu au fur et à mesure? Donc ça, c'est super important à déterminer. Quelle est la durée de conservation papier ou choisir? Pour moi, on n'en a plus. Quel support utiliser pour garantir la conservation pérenne des données? Comment donner une valeur probante à l'archivage? Comment permettre la conclusion et la restitution dans des délais compatibles avec les contraintes légales? Sous quelle forme restituer les données? Si je viens vous voir, je vous fais un courrier en disant je vous notifie que lundi, je viens faire une visite sur place pour faire un contrôle, un audit et savoir si vous avez bien dépensé l'argent. Sous quelle forme restituer les données? Et est-ce que c'est vraiment qui doit restituer ces données-là? Comment gérer les autorisations d'accès? Alors là, c'est d'autant plus vrai pour les collectivités locales. Les informations ne sont pas forcément à apporter à distance, à même mise sur le porteur de projet. C'est beaucoup plus global. Donc, il faut que le directeur financier soit sensibilisé à ça pour favoriser les accès. Ensuite, il faut comment classer les archives de manière à pouvoir les identifier ultérieurement. Quelle politique de destruction adaptée? Est-ce que qui dit archivage dit que vous devez tout garder? Pas nécessairement. Donc, comment se fait le tri, en fait, des informations? Il y a des informations minimum qu'il faut pouvoir garder et d'autres qui sont, voilà, qu'on n'a pas forcément besoin de défendre. Et donc, du coup, il faut quel équilibre trouver entre les durées de conservation, les coûts de stockage et les risques encourus en cas de perte de l'information. Ça peut arriver, surtout qu'on est sur du dématérialisé. Donc, ça fait partie des questions qu'il faut que vous vous posiez en interne avec une petite équipe projet, ou en tout cas que vous fassiez valider par votre direction. Voilà, monsieur, voici le paramètre de notre archivage, voici le volume, la durée de conservation, vous la précisez, vous dites que vous avez des partenaires, et vous organisez ça de manière assez méthodique, telle que je viens de vous le montrer. Alors, une fois que vous vous êtes posé les questions, il y a la mise en place, en fait, d'un plan d'archivage. Et c'est souvent là que le porteur n'anticipe pas du tout. Il a le nez dans le guidon sur l'opération, sur les sous. Il pense absolument pas à l'archivage et le prennent de manière très aléatoire, très empirique et puis du coup mal faite. Bon. Mettre en place un plan d'archivage, c'est quoi? C'est organiser votre archivage au sein de la structure. Donc, le plan d'archivage, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est un document, hein, tout simplement, ou une procédure écrite qui s'appelle voilà, le plan d'archivage. Et ça, c'est important, d'accord? Alors, en plus du calendrier, en fait, qui existe, le plan d'archivage, lui, correspond à des problématiques locales. Par exemple,
la responsabilité des travaux d'arbitrage. Qui fait l'arbitrage au sein de votre structure? Et si c'est mal fait, quelle est la responsabilité? Ensuite, la gestion des demandeurs de rechargement, par exemple, ou même la demande des dossiers, des pièces qui ont été, surtout si ce n'est pas vous qui avez été affecté particulièrement sur ce dossier, mais qui avez la responsabilité, c'est de pouvoir être en mesure d'y répondre. D'accord? Ensuite, la gestion des demandes d'un rechargement et la destruction des archives. Une fois la prescription est acquise, vous avez conservé tout pendant 10 ans. Est-ce que vous détruisez ou est-ce que vous gardez? Ça dépend de la stratégie et puis surtout de la place du serveur que vous occupez parce que les pièces peuvent être relativement lourdes, hein. Je crois voir que Reka est là et pour connaître un peu les sujets. Quand ils envoient les pièces des marchés publics de certaines choses, c'est extrêmement lourd en fait, hein. Donc voilà. Euh, Ensuite, concernant l'archivage dématérialisé. OK? Ah non, juste avant, excusez-moi, j'ai oublié. Donc, quand vous faites votre plan d'archivage, il faut vérifier au sein de la structure SIA, il faut les consulter. La direction du système d'information, c'est primordial. Ensuite, la fonction juridique, donc le service juridique de vos entreprises doivent être au courant et vous faire remonter un certain nombre d'infos. Les équipes, les métiers et les responsables documentaires. Toutes ces personnes font partie du paysage global potentiel par rapport au FEDER. Alors, j'ai l'impression que ça va sauter. Allez. Je profite du moment Est-ce pour que... dire que la session va couper dans un petit peu moins de 3 minutes. Donc voilà, c'est juste pour vous préparer mentalement au fait qu'on va passer sur une autre session d'ici 2-3 minutes. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui. Oui. Ok, super. Alors, du coup, en ce qui concerne l'archivage des données dématérialisées, quels sont les sujets qu'il faut traiter? Quelles données et documents on met? Pareil. La qualité des archivages. Attention. Donc, il faut un certain respect de format qui est fixé par l'administration fiscale. Les photos par téléphone de certaines factures peuvent ne pas passer. Il faut que ça soit scanné en PDF de manière lisible. Par exemple, je vous donne juste un exemple comme ça, mais ça va jusque-là. Dans le respect des formats. Ensuite, attention au poids de vos documents. Des fois, vous mettez en direct, alors qu'en fait, il faut prendre l'effort, il faut faire l'effort, c'est un effort supplémentaire, c'est vrai, mais vous n'en avez pas le choix de le faire passer à PDF compressé. Vous faites comprimer les documents pour pouvoir être sûr que ça passe. OK? Ensuite, la qualité des archives. Donc, oui, le respect du format, on en a déjà parlé. L'information complète, les références, validées et fixées. OK? Ensuite, il y a la notion de la propriété, propriétaire, oui, voilà, les différentes démarches. Maîtrise du contenu, validité, là, surtout pour les permis de construire, tout ça. Quand il y a des... je profite de dire, vous avez déjà envoyé un premier élément. Alors, finalement, ça personne, non, c'est pas tout à fait ça. Des fois, on vous renvoie chez nous, le service instructeur, vous fait revoir. Donc, vous avez des versions corrigées. Par expérience, il vaut mieux renommer que de remplacer. Vous gardez au fur et à mesure et dans le titre, vous mettez bon, voilà, celui qui est bon à utiliser. Mais les autres, vous les gardez en archive. C'est important. Il ne faut pas remplacer, il ne faut pas écraser. Qui a la responsabilité de l'archivage? C'est ce que je vous disais. Et la pérennité des supports. Alors, j'ai quasiment terminé. Avant d'assurer la pérennité de son plan de classement, il faut réaliser une fiche, en fait, le plus détaillée possible. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à le faire dans ce sens-là. Il faut dégager un coordinateur projet qui sera responsable de l'alimentation générale du dossier et à mesure des pièces administratives. Donc, non pas en dos, il faut absolument que vous ayez quelqu'un qui le fasse en interne. Ensuite, il faut identifier le bureau ou le local ou l'espace, les fameuses extranets, intranets, les clouds. Donc, dans ce plan, il faut désigner quelqu'un qui va coordonner. Donc, dans les petites structures, ça va, mais dans les grandes administrations, ça peut devenir un véritable enjeu.
Identifier l'endroit où le stock, le lieu sur lequel l'archivage du dossier sera garanti de sa disponibilité pendant plusieurs années. Rappelez-vous, c'est entre 5 et 10 ans. Donc, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et dans 5 ans, alors c'est pire encore dans 10 ans, quand on vous demande de réouvrir le dossier avec l'ensemble des choses qualifiées et classées, c'est déterminant. Il faut préparer le classement et l'archivage en établissement. Il faut mettre en place une procédure en interne qui doit être viable sur plusieurs années. Il faut prévoir un espace d'effacement du dossier parce qu'il va prendre du volume au fur et à mesure des réalisations et des échanges aussi avec le service instructeur en charge de suivi. Et il faut vérifier aussi la qualité et la continuité du dossier dit unique. C'est pour ça qu'on peut faire des dossiers uniques parce qu'alors en plus, si vous mettiez des sous-dossiers enfin plusieurs dossiers, vous ne vous retrouveriez pas. Donc tout se retrouve dans votre dossier unique. Et il faut pouvoir être en mesure de savoir que quand on clique dedans, on a une visibilité des dossiers d'origine qui ont été amenés, ceux qui sont en cours, ceux qui sont... Parce qu'un dossier, ça vit en fait. Ça vit à la vitesse du projet qui vit aussi, hein, tout simplement. Donc, il faudra vérifier, examiner régulièrement le contenu du dossier qui devra rassembler tous les éléments financiers, les factures, les bilans justificatifs de dépenses, jusqu'à la date de vérification. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Donc là, justement, en conclusion, je vous ai mis un exemple d'une grille d'archivage pour les bénéficiaires qui peut servir en interne à savoir comment vous préparer par rapport à ça en réunion. Donc là, on a l'intitulé d'opération, le numéro de la convention que vous trouvez dans votre convention signée, le numéro de projet senior ou FSE. Vous avez un numéro aussi que vous devez mettre dedans. Les dates de l'opération, date de début et date de fin. D'accord? Et ensuite, on doit cocher, c'est des questions, on doit cocher selon que c'est présent si la pièce est dans le dossier. Si c'est absent, si elle est obligatoire, si la pièce, elle est obligatoire mais absente. Et sans objet, c'est si la pièce absente n'est pas nécessaire. Parce que je vous disais que dans les dossiers, dans les documents d'un dossier, tout n'a pas le même niveau d'importance. D'accord? Donc là, on a la demande de subvention datée signée, l'accusé de réception, l'attestation de recevabilité pour l'incitativité, les demandes de pièces complémentaires. Donc là, vous avez une liste de documents qu'il faut vérifier si c'est bien présent ou non dans votre dossier unique. Toujours pareil. Donc, je la trouve relativement claire et simple, cette grille d'archivage. C'est un premier niveau. Ensuite, c'est une grille que vous pouvez largement compléter. Mais je pense que l'enjeu, en tout cas, par rapport à ça, c'est d'anticiper les règles de classement et de codification comptable pour toutes les pièces justificatives, les factures, acquittements, les feuilles de temps passées et pendant le projet. Alors, il faut tenir une comptabilité séparée, ça on en avait déjà parlé, pour toutes les dépenses, en ayant une comptabilité par projet séparé ou une codification comptable. Mais vous devez organiser dès le début de l'archivage le regroupement de tous ces éléments constitutifs. Ça, c'est relativement important de pouvoir le faire. Alors, on n'aura pas forcément le temps de rentrer dans un débat, parce qu'en plus, ce n'est pas forcément l'objet de l'atelier de ce matin. Moi, mon rôle, c'était d'attirer votre attention et de faire en sorte de vous sensibiliser sur deux points essentiels. L'archivage, donc, c'est une obligation. OK? La Commission européenne peut, dans 3 ans, vous envoyer un courrier. Alors, comment ça se passe dans les modalités? On vous envoie un courrier et on vous notifie que, justement, vous allez faire l'objet d'un contrôle. Et donc, c'est là, effectivement, c'est pas là qu'il faut y avoir une panique à bord en se disant qui a quoi. Aujourd'hui, cet atelier nous a été demandé de le solliciter par l'autorité de gestion qui constate qu'un certain nombre de porteurs sur Mayotte, justement, sont en défaillance claire sur l'archivage, où on retrouve qu'une moitié des informations. Cet enjeu est d'autant plus fort pour les administrations publiques. Pourquoi? Parce que, des fois, physiquement, vous n'êtes pas tous au même endroit. Les systèmes internes communiquent, mais ne sont pas forcément ouverts aux personnes extérieures, ce qui veut dire que quand on n'est pas au sein de votre structure, nous n'avons pas avoir accès aux infos. Donc, il y a toute cette réflexion à mener aujourd'hui. Comment rendre simple et accessible tout en préservant vos informations? On est sur des données sensibles, on est sur des données de comptabilité, on est sur des données de confidentialité.
Donc, l'enjeu de l'archivage, c'est comment arriver à mettre en place un système fiable, ce qui fait que dans 5 ans, que vous soyez ou non encore dans la structure, la personne qui vous aura remplacé puisse avoir accès aux informations. Donc, l'effort à faire, c'est de nommer. Ça paraît vraiment enfantin et pourtant c'est fondamental. Il faut vraiment que vous mettiez en place un système de nommage de vos dossiers. Nommage de vos dossiers. Voilà, c'est devis. Quand on dit lot 1, des fois on a des dossiers avec lot 1. Oui, d'accord, lot 1. Mais si vous mettez à côté le lot 1, c'est les grosses œuvres, je vous assure, c'est déjà beaucoup plus simple. Ensuite, il y a une autre façon, un autre exemple de codification. Vous pouvez très bien appeler dans votre dossier unique, vous avez un seul dossier en dématérialisé, qui est le nom de l'opération, bien évidemment. Vous pouvez y mettre la date, l'année 2023-2024, vous pouvez quantifier, il n'y a pas de souci. Ensuite, quand vous allez vous faites un dossier éléments comptables, ben, vous allez nous dire les devis, vous allez faire un dossier devis. Mais quand vous avez ce dossier devis, ça c'est pour vous d'ailleurs quand vous le demandez, hein, et quand on vous conseille, ne nous mettez pas tous les devis les uns derrière les autres comme ça. Des fois, les devis sont les professionnels qui l'ont envoyé avec leur propre code, on ne comprend rien. Il faut renommer si ce sont des devis par catégorie de famille, les devis pour l'étanchéité, les devis pour les grosses œuvres, les devis pour les prestataires, les devis pour les architectes. Qualifier un maximum et créer des sous-dossiers. Ensuite, dans devis, je prends l'exemple de devis parce que c'est le plus flagrant. Dans devis ou dans offre, c'est pareil. Essayez d'organiser de telle sorte à ce que vous avez les devis retenus et les autres devis consultés. Puisqu'on va vous demander, vous vous souvenez, en tout cas c'est vrai pour les entreprises, que vous avez d'obligation de consulter et de retenir un des devis sur l'ensemble de la consultation. Donc, quand vous nous mettez dans votre dossier unique devis, quand on clique dans devis, on doit pouvoir avoir un sous-dossier qui s'appelle devis retenu. Et là, sur les devis retenus, vous nous les mettez par lot. C'est à vous d'avoir cette liberté de... Et les autres devis font l'objet d'un autre dossier à côté où il y a marqué devis pour consultation, devis retenu. Et quand vous nous mettez les devis Il y a une retenus, personne qui souhaite intervenir, donc oui, j'ai vu, je termine. Oui, mais je termine. d'accord. Ne mettez pas juste le cumul comme ça des devis. Essayez de rester en conformité avec la logique de votre convention. Le document de base qui vous sert aussi d'organisation de votre archivage, c'est votre convention. Parce que dans votre convention, vous avez un plan de financement avec des grandes familles des catégories de dépenses. Vous pouvez organiser votre archivage là-dedans. C'est-à-dire que l'instructeur, lui, il va aller voir sur la catégorie des dépenses de prestations intellectuelles. Bon, eh bien, dans votre archivage, on doit pouvoir retrouver un dossier qui consiste à ça, prestations intellectuelles, et ensuite catégoriser. Oui, Fazianti, la parole est à vous. Oui, en fait, je voulais juste avoir confirmation concernant l'archivage. Donc, on doit avoir un archivage physique et dématérialisé ou on peut avoir l'un des deux. Alors, jusqu'à 2000, bonne question, jusqu'à 2016, il fallait avoir les deux. D'accord? Physique, enfin papier et dématérialisé. Aujourd'hui, on est sur du tout dématérialisé. La Commission D'accord. européenne, avec sa philosophie, d'ailleurs, changement climatique, réduction des coûts, il n'y a plus de version papier. De toute façon, on va de plus en plus vers de la dématérialisation, puisque même vos dossiers, avant, vous nous déposiez des dossiers, enfin moi quand je suis arrivée ici, il y avait des versions, 3 fois en fait, 3 versions papier des dossiers déposés, avec les formulaires, les devis et tout ça, par rapport aux différents services. Ça, c'est terminé, ce n'est plus possible. Tout est consigné sur la plateforme Synergie. Donc, de toute façon, vos dépôts eux-mêmes ayant déjà été dématérialisés, vous n'avez plus de version papier à nous donner. Ceux qui ont répondu aux appels à projets ont vu. Vous nous envoyez tout sur un mail et après, on réorganise. Donc, non, plus de version papier. Tout est dématérialisé. Et l'enjeu, c'est d'aller sur une coordination, une nomination simple et claire de ce qu'on est susceptible de trouver au fur et à mesure. Donc, je vous ai mis hein, les slides, hein, c'est éléments comptables, éléments administratifs, éléments quantitatifs. Vous pouvez les appeler autrement, différemment. Vous pouvez aussi suivre la logique dans votre archivage sur les 3 étapes de la vie du dossier, c'est-à-dire phase 1, animation, phase 2, instruction, phase 3, réalisation. Vous pouvez très bien aussi organiser votre archivage comme ça. Et donc, on sait que selon la phase, ensuite, créer des dossiers par catégorie, éléments administratifs, éléments ci, éléments là.
Donc, c'est codé, en fait, l'archivage, mais en même temps, vous êtes souple de voir comment vous pouvez rendre accès aux informations. Je voulais également préciser les enjeux par rapport aux collectivités, enfin aux établissements publics d'une manière générale. C'est comment vous allez garantir que dans 10 ans, l'information sera accessible. Souvent, pour des raisons de filtre et de sécurité, il y a ces notions de droit d'administrateur. C'est qu'en interne, certaines personnes qui ont droit à un certain niveau d'information. Comment vous mettez ça en place? Attention également, quand vous avez notamment l'enregistrement sur les plateformes, quand vous faites des mails nominatifs, des mails de contact nominatifs pour vos dossiers, quand la personne part et qu'il faut ensuite refaire, réactiver les comptes, malheureusement, des fois, ça arrive sur l'ancien compte d'adresse qui n'existe plus et ça peut poser problème. Donc, moi, je vous invite, en tout cas, à réfléchir avec vos directions, comment arriver à créer un mail suffisamment générique pour pouvoir y avoir accès, même dans 20 ans. 20 ans, ça paraît exagéré, mais enfin, 10 ans, c'est quand même déjà long, en fait, en soi. Comment vous sécurisez l'accessibilité fiable pendant 10 ans à vos informations relatives par une opération dans laquelle vous avez du financement et pour lequel il y a de la donnée sensible? Vos bilans, vos cabis, on est vraiment sur le cœur de vos informations. Donc, vous ne pouvez pas comme ça non plus le diffuser complètement de manière libre. Donc, j'ai pas de réponse clé aujourd'hui. En tout cas, je sais que ça fait partie des enjeux. Beaucoup d'entités de collectivités aujourd'hui n'ont pas organisé leur archivage de suivi. Et maintenant, pour voir, tiens, il y a 5 ans, quelle opération on était, sur quelle opération on était, comment ça s'est passé, pour certaines administrations, c'est impossible de le savoir s'il n'y a pas quelqu'un du service qui est encore là pour expliquer. Donc, tout l'archivage a tourné autour de ça. Quelle que soit la personne derrière, l'info doit être disponible au nom de la structure. Comment vous les organisez et jusqu'où vous avez de la flexibilité pour l'organiser. Parce que pour certaines administrations, ce n'est pas possible, en fait. À part avoir des droits administrateurs plus, mais des fois, ce n'est pas forcément évident. Donc, quand vous êtes confronté à cette situation-là, je pense au CD, c'est de mettre en place un comité de pilotage pour associer les services qui sont concernés. Si c'est le service informatique ou le service marché public, il faut les associer dans l'opération pour qu'elles puissent vous faire remonter les informations. Donc, voilà ce que je peux dire sur l'archivage aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait une dernière question ou est-ce que c'était clair sur cette notion de dossier unique et pour lequel vous organisez en interne relativement l'ensemble des pièces qui vous seraient demandées. Oui. Bonjour, je voulais savoir si nous pouvions avoir vos coordonnées pour vous contacter ultérieurement en cas de besoin. Bien sûr. Alors, je vous le mets là tout de suite. François, aide-moi, je ne retrouve pas. Ah oui, voilà, discuter. Donc, je remets mon adresse mail. Hop, pour que vous puissiez effectivement nous contacter et vérifier avec nous si vos systèmes d'organisation sont bons. Alors, pour ce qui relève de l'archivage, généralement, vos interlocuteurs au niveau du GIP sera surtout le service instruction. Le service instruction ou le service audit, qui lui est sur, on remonte le fil. Vous nous aviez dit ça à l'époque, aujourd'hui vous avez fait ça, calculer les différentiels, voir les écarts, voir comment ça se passe. Écart à la hausse ou écart à la baisse, d'ailleurs, dans les deux cas. Donc, vos interlocuteurs ne sont plus le pôle animation, mais le pôle instruction et le pôle, on va appeler ça audit, pour la partie fédère en tout cas. Mais ce que je vous dis là est vrai aussi pour le FSE, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a une question? Oui, je ne sais pas si vous l'avez dit au départ, mais euh, on aura accès à la présentation Oui, par la suite. Vous allez le oui, mettre à oui, disposition. exactement, c'est ce que disait François. Donc, le PowerPoint va être mis sur notre site internet dans l'espace ressources documentaires et Oui. la vidéo qu'on a faite aujourd'hui sera mise sur YouTube. Alors d'ailleurs, il y a un lien pour accéder aux vidéos des webinaires. Tu Il peux y a un mettre le lien sur lien le dans site. l'espace? Voilà. Donc si vous allez sur le site, alors je vais essayer de partager mon écran. Je vais regarder si j'y arrive. Euh, Tu peux mettre dans la zone de discussion l'espace, le lien qui permet d'y ouais, si accéder. j'y arrive. Bah, en fait, il faudrait que j'arrive à accéder au, au site. Et là, j'avoue que j'ai un peu de mal.
Oui, parce qu'en fait, je suis en train d'enregistrer, donc je ne peux pas réduire ma page. C'est pas possible. Par contre, vous allez sur le site Europe à Mayotte et vous avez une page effectivement sur les ressources documentaires et sur les webinaires et ateliers d'information. Et là, vous trouvez premièrement le PowerPoint qui vient d'être diffusé par Chantal. Et deuxièmement, vous avez un lien qui vous permet d'accéder directement à la playlist des webinaires qui est située donc sur notre page, sur notre chaîne YouTube Europe à Mayotte. Donc sur la même page, vous avez les deux liens. Là, la possibilité de télécharger le PowerPoint et la possibilité d'aller visionner le webinaire qui sera enregistré, qui est en train d'être enregistré. Voilà. Alors d'ailleurs, Chantal, est-ce que tu peux, d'abord je te remercie pour ton intervention, et est-ce que tu peux nous rappeler le thème le thème et la date du prochain webinaire? 22 mars. Ouf, ouf, ouf. Je crois que le prochain, c'est le 5 avril. Ouais, et de mémoire, c'était consacré aux enjeux de la commande publique. Est-ce que c'est bien ça? Non, ça sera sur les fonds les fonds pour les projets de mobilité. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est sur les projets mobilité, effectivement. D'accord. Oui, Donc, d'accord. le 5 avril, à la même heure sur comment je finance mes projets de mobilité et comment on va le financer via on fera du spécial FEDER et décortiquer la fiche action relative au projet de mobilité. D'accord, parfait. Moi, est-ce que Excusez-moi, j'ai une Oui, dernière question très rapide. Vous m'avez indiqué votre mail. Est-ce qu'on peut vous contacter pour toute question liée à un futur projet ou est-ce que vous avez peut-être le contact d'une autre personne à nous transmettre? je vous ai donné mes coordonnées, oui, vous pouvez Oui, me oui, ok, contacter. je voulais être sûre que c'était pour toute question. Ça marche. Toutes Merci. questions relatives au pôle animation, toutes les questions que vous posez, ensuite je le dispatche Très bien. euh, des équipes, voilà. Merci beaucoup. Selon le sujet, je vous ai mis mon téléphone également, donc il n'y a pas de problème. Pas de bien. problème par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture ce webinaire pour aujourd'hui? Non, apparemment. Donc, d'abord, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire qui était particulièrement clair et instructif. Et je remercie également Chantal pour son intervention. Et donc, rendez-vous le 5 avril pour les questions de mobilité. Comment Voilà, financer ces projets en mobilité? comment Très c'est bien. fixé pour Merci les à mobilités. tous et n'hésitez pas Merci à vous. pour Merci. l'animation en cas de questions. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée À à vous tous. aussi. Au Au revoir. revoir. Au revoir.